Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous. Lara Gut-Berhamy confirme son statut de reine du Super G à Garmisch. Sans rival, la Tessinoise a enchaîné une 4e victoire de suite dans sa discipline. Elle se hisse dans le trio de tête de la Coupe du monde de ski devant Michèle Guizine. La communauté internationale condamne le coup d'État de ce matin en Birmanie et l'arrestation de la chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi. Nous verrons les conséquences de ce coup d'État militaire avec Laurent Burkhalter. Depuis aujourd'hui, un nouveau traitement qui change la vie des personnes souffrant de mucoviscidose est remboursé. Céline Guntern, qui s'est battue pour obtenir ce droit, sera avec nous. Enfin, Clémence Lec est l'invité culture du 1245. Son documentaire sur les murs de Palestine nous raconte les spécificités du graffiti palestinien né dans les camps de réfugiés à la fin des années 60 et elle renouvelle la méthode de l'enquête. Incontestée dans sa discipline, Lara Gut-Berhamy double la mise en Super G à Garmisch. La Tessinoise de 29 ans a livré une nouvelle démonstration pour le 30e succès de sa carrière. Jean-Paul Cateau. Grande favorite au départ après sa victoire samedi dernier sur cette même piste, Lara Gut-Berhamy a brillamment assumé son statut, construisant son succès dès les premiers temps intermédiaires, avec des trajectoires tendues, une ligne quasi parfaite, toujours en recherche de vitesse. La Tessinoise a maîtrisé la course et s'impose devant une étonnante deuxième, la Slovaque Petra Vlhová, qui n'est pas une spécialiste de la vitesse. Troisième sur le podium, l'Autrichienne Tamara. L'autre bonne nouvelle du jour, c'est que le globe de cristal du Super G ne peut plus échapper à une Suissesse. Ça va se jouer entre Corinne Suter, qui termine aujourd'hui à la 5e place, et Lara Gut, qui mène largement au classement provisoire avec ses 4 victoires. Et la puissante armée birmane a repris le pouvoir et arrêté le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Ce putsch a été immédiatement condamné par la plupart des capitales étrangères. Le récit de Marc Genemy. Fausse impression de calme ce matin dans les rues de Rangoon. Les nouvelles inquiétantes qui arrivent de la capitale confirment ce que tout le monde craignait ici. L'icône des Birmans et le président de la République ont été arrêtés. L'armée, une fois encore, vient de confisquer le pouvoir par la force. Une nouvelle confirmée quelques minutes plus tard par la télévision nationale, dont le présentateur lit scrupuleusement le texte du communiqué qui vient de lui être transmis. Les directives présentes s'appliquent pour un an, à partir d'aujourd'hui, signées par le président en exercice. Ces généraux sont les figures officielles et dirigeantes du nouveau pouvoir militaire. Ils se présentent ce matin sur ces séquences vidéo triées sur le volet. Selon eux, le pays était menacé par une fraude électorale depuis le scrutin législatif de novembre dernier, remporté massivement par Aung San Suu Kyi et son parti. Presque pas de nouvelles en revanche de la grande figure de l'opposition, ex-députée et ministre multifonction du pouvoir démocratique. Elle se trouverait actuellement en détention dans la capitale, Naypyidaw. De nombreuses chancelleries étrangères appellent déjà à sa libération et au respect de l'ordre constitutionnel en Birmanie. Laurent Burkhalter, un nouveau coup d'État de l'armée, mais elle n'avait pas lâché tout son pouvoir. Et oui, même si la junte avait été dissoute en 2011, il faut savoir que c'est elle qui a écrit la constitution du pays. Et la constitution du pays accorde le contrôle à l'armée de 3 ministères importants, ceux de la sécurité, de l'intérieur et du contrôle des frontières. En plus, elle accorde aux partis politiques qui lui sont proches le contrôle d'un quart des sièges au Parlement, ce qui rend évidemment tout amendement de la Constitution difficile. Les diplomates avaient décrit cette situation comme une forme de cohabitation avec l'armée, notamment sur les questions sécuritaires. Il y a une force de symbole avec l'arrestation d'Aung San Suu Kyi qui avait perdu un peu de sa superbe, en tout cas à l'international, avec la crise des Rohingyas. Oui, effectivement, quand l'armée est accusée de génocide contre la minorité musulmane Rohingya en 2016, Aung San Suu Kyi minimise l'ampleur des violences devant la Cour internationale de la Haye. Et c'est une position qui lui vaut les foudres de la communauté internationale. Mais à l'interne, celle qui a remporté le prix Nobel de la paix en 1991 reste une icône. Et aujourd'hui, Aung San Suu Kyi et son parti appellent à la population à refuser ce putsch militaire. Merci beaucoup pour ces précisions, Laurent. En Suisse, avec la propagation des nouveaux variants, les écoles ne sont pas épargnées. Après les classes en quarantaine, ce sont des écoles entières qui sont fermées en certains endroits, comme l'école primaire de Saint-Nicolas,
dans le Haut-Valais. Et dans le canton de Fribourg, après le cycle d'orientation de Tavel, la semaine dernière, c'est au tour de l'école de Belfaux d'être fermée de manière préventive suite à la découverte de 2 cas du variant britannique. Durant le week-end, plusieurs élèves et enseignants et parents ont déclaré avoir des symptômes. Adultes et enfants seront testés cette semaine. En attendant les résultats, l'enseignement à distance est de mise. Et de son côté, le canton de Vaud poursuit le développement de sa stratégie numérique à l'école, amélioration des connexions Wi-Fi, création d'un manuel dédié, continuation et formation continue des enseignants. 30 millions de francs ont été alloués par le Grand Conseil pour développer ces projets ces 3 prochaines années. Ces principaux axes ont été présentés ce matin à Lausanne. Claude-Olivier Volu, vous y étiez. On pourrait penser que la crise sanitaire allait accélérer l'utilisation des outils numériques à l'école. En fait, cette crise, elle a plutôt retardé cette évolution. Oui, peu de perturbations effectivement, Claire. La conseillère d'État Cézla Amarel a tenu à rassurer ce matin. 73% des montants prévus pour 2020 ont effectivement été investis, notamment pour améliorer les connexions Wi-Fi dans les établissements scolaires, acquérir du matériel et poursuivre la formation continue des enseignants. En revanche, des reports, il y en a bien eu dans les phases pilotes de l'enseignement numérique pour les cycles 2 et 3, retardés d'1 année. Et puis ça grince un peu du côté des syndicats. J'ai pu m'entretenir ce matin avec le président de la Société vaudoise des maîtres et maîtresses du secondaire. Ils ont lancé, ces syndicats, une pétition munie de 2800 signatures pour réclamer une dotation financière pour les enseignants afin de leur permettre de choisir eux-mêmes le matériel informatique adapté à leurs besoins plutôt que les tablettes qui leur ont été remises jusqu'ici. Ça, c'est pour l'école, parce que ce qui a révélé cette crise aussi, c'est les disparités socio-économiques des foyers une fois que les élèves rentrent chez eux. Absolument, Claire. La fracture numérique est bien là. On l'a vu avec le premier confinement. Des ordinateurs ont dû être distribués à certains élèves qui n'auraient pas pu suivre l'enseignement à distance sans cela. Dans certaines familles, les ordinateurs sont partagés. Et puis, lorsque les élèves travaillent, ils ne peuvent pas se mettre ailleurs que dans un salon ou une cuisine. Il faut bien s'imaginer que cela arrive. C'est une partie du défi de l'enseignement numérique, avec des fossés qui se creusent parfois selon les situations sociales de chacun, notamment pour ce qui concerne le suivi à la maison. Et c'est peut-être aussi pour cela que le canton a prévu un enseignement numérique hors ligne avec des ouvrages dédiés. Les premiers viennent de sortir de presse. Ils seront lus en classe. Merci Claude Olivier pour ces précisions. C'est une figure de la vie politique valaisanne qui disparaît. Adolphe Ribordy est décédé ce week-end à l'âge de 78 ans. Cofondateur de Rhône FM, il fut aussi rédacteur en chef du Confédéré. Longtemps omniprésent au sein du Parti radical valaisan, il en aura été le secrétaire pendant près d'un quart de siècle. La Suisse se positionne pour obtenir les prochains vaccins contre le Covid-19. Après le vaccin de Pfizer-BioNTech et de Moderna, de grands espoirs sont maintenant placés dans celui du fabricant américain Johnson & Johnson. Fabian Bucher et Julien Guillaume. La vaccination Covid et ses espoirs. En Suisse, 260 000 doses ont déjà été administrées par Moderna ou Pfizer-BioNTech, mais il y a un manque d'approvisionnement. C'est là qu'arrive à temps le vaccin de Johnson & Johnson, moins cher, plus facile à manipuler et il ne faut qu'une seule dose. La Suisse est en train de négocier un contrat de fourniture, confirmation de la filiale responsable. C'est une pandémie mondiale. En tant qu'entreprise, nous avons aussi la responsabilité d'assurer une bonne distribution du vaccin. Pour cela, nous sommes en contact avec divers gouvernements et organisations non gouvernementales. Mais avant de pouvoir être utilisé, ce vaccin doit encore recevoir le feu vert de Swissmedic qui pourrait intervenir rapidement. Côté efficacité, il devrait conférer une protection contre les affections graves entraînant l'hospitalisation et la mort. Son efficacité est de 66%. Ça ne pose pas de problème? D'autres vaccins n'ont-ils pas une meilleure efficacité? Je pense qu'il faut regarder le moment où les études ont été faites. Cette étude de Johnson & Johnson a été réalisée en tenant compte des mutations actuelles du virus. D'autres ont été faites un peu plus tôt. En plus, c'est précisément le soulagement des hôpitaux qui est l'objectif principal des mesures prises aujourd'hui. On ne sait toujours pas quand et combien de doses de ce vaccin seront effectivement utilisées. Le grand marchandage de la vaccination Covid se poursuit. Et ce 1er février marque le début d'une nouvelle ère pour beaucoup de malades de la mucoviscidose. Dès aujourd'hui, le Trikafta sera accessible et remboursé par les assurances en Suisse. Le reportage est signé Romain Boisset. 2 pastilles le matin, 1 le soir.
Pour Claudine Erdina, le Trikafta est une révolution. Fini les quintes de toux, les essoufflements en moindre effort et les traitements invasifs. Après bientôt une année d'utilisation, sa capacité pulmonaire est passée de 38 à 48%. J'ai pu aller skier avec mon fils pour la première fois. Je peux faire plein de choses finalement. Je peux faire plein de choses normalement sans concession. Je peux faire le ménage et aller promener le chien. Je peux aller jouer dans la neige avec mon fils et faire un repas, ce qui avant n'était pas possible. Car ce nouveau traitement n'agit pas sur les symptômes de la maladie, mais sur leur cause, à savoir le dysfonctionnement d'une protéine de l'organisme. Le traitement est prometteur, même si tous les malades ne pourront pas en bénéficier. Bien entendu, il reste peut-être un 10% de patients qui ne sont pas encore concernés, ceux de moins de 12 ans, mais ça c'est probablement quelque chose qui sera réglé assez rapidement. Puis tous ceux qui ont été greffés, qui pour le moment sont exclus des études, probablement que là aussi il y aura du travail et des recherches qui vont continuer. Doucement, Michael, doucement. Le Trikafta, un médicament symbole d'espoir, alors que l'espérance de vie actuelle des malades de la mucoviscidose ne dépasse pas les 52 ans en Suisse. Céline Guntern, bonjour. Bonjour. Vous avez été membre du comité de la Société suisse de mucoviscidose. Vous vous êtes engagée suite au diagnostic de votre fille qui a aujourd'hui 22 ans. Elle fait partie de ces patients qui vont bénéficier du traitement. Votre vie et la sienne, bien sûr, vont changer. Oui, bien sûr, oui. C'est une nouvelle incroyable pour ma fille particulièrement, mais aussi pour nous qui l'entourons. Et spécialement parce qu'elle va lui permettre d'avoir une qualité de vie qui va être nettement améliorée. Sa toux, qui est persistante et chronique, devrait disparaître ou en tout cas diminuer de beaucoup. Elle aura beaucoup moins de traitements, d'aérosols à faire qui prennent beaucoup de temps sur son temps libre. On imagine qu'elle se fera hospitaliser moins souvent, que la physio-respiratoire sera aussi réduite. Et pour elle, ça va être extraordinaire parce qu'elle m'a dit il n'y a pas longtemps que son but de la vie, c'était de ne plus avoir de faire de physio et de ne plus avoir à faire d'aérosol. Donc voilà, c'est génial pour eux. On a l'impression, Madame Guntern, qu'un remboursement d'un tel traitement va de soi et pourtant ce n'est pas le cas. Il a fallu se battre. Oui, alors ça a été un combat de longue haleine pour la Société suisse de mucoviscidose, notamment pour son président Reto Weibel, qui s'est battu sans relâche. Il a dû faire preuve de beaucoup de... Enfin, il a dû mettre beaucoup de pression sur l'OFSP, sur la société qui produit le médicament. Et il l'a déjà fait par le passé pour 2 autres médicaments, l'Orkambi et le Symdeko, qui ont été acceptés. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et il se bat continuellement. Et on est là pour le remercier aujourd'hui de ce qu'il fait. Et puis, bien sûr, le combat va continuer pour les prochains médicaments. D'autant, en quelques mots, Madame Guntern, que vivre avec la maladie, la mucoviscidose à l'heure du Covid, complique encore la donne, j'imagine. Oui, c'est clair qu'avec cette pandémie, le regard est parfois difficile parce qu'il faut savoir que la plupart des patients atteints de mucoviscidose ont une toux vraiment persistante et puis ils sont vraiment stigmatisés, ils sont parfois montrés du doigt, ils doivent faire face à des remarques assez désobligeantes fréquemment. Et puis en cette période spécialement de savoir que peut-être ma fille n'aura plus cette toux, c'est vraiment quelque chose de chouette. Merci beaucoup Céline Guntern pour ce témoignage. Merci. Ces recherches ont porté sur le graffiti palestinien. Clémence Loec et l'invité culture de Julie Évard. On est dans le camp de Deïché qui accueille des milliers de réfugiés palestiniens. Deïché, construit il y a plus de 70 ans en périphérie de Bethléem, est un camp situé en Cisjordanie, terrain occupé par l'État israélien depuis 1967. Voilà pour le décor. Ce sont les murs de ce camp et leurs graffitis qui ont intéressé Clémence Loec pour sa thèse de doctorat à l'Université de Genève. Des graffitis apparus dans les années 70, dans le chaos d'abord, puis avec l'intifada, des dessins qui sont devenus de vrais moyens de communication politique. Pour contester l'occupation israélienne, la non-application du droit au retour. Ces dessins ont divisé, insulté, ils ont été utilisés pour communiquer avec les touristes de passage dans les camps à travers les ONG. Ils ont permis de lutter contre l'oubli aussi avec ces portraits de martyrs. C'est tout ça, et plus encore, que nous raconte Clémence Loec dans son documentaire et son livre sur les murs de Palestine, passionnant. Clémence Loec, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez passé 8 ans de votre vie sur votre thèse, vous avez vécu 2 ans en Cisjordanie. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces graffitis ? À quel moment vous vous êtes dit ça va être mon objet d'étude ? C'est le fait qu'ils n'avaient jamais été étudiés. En réalité, lorsqu'on s'intéresse au street art,
On regarde, quand on se concentre dans l'espace israélo-palestinien, on regarde beaucoup le mur de séparation, alors que la plupart des graffeurs palestiniens concentrent leur activité au sein des camps de réfugiés, et c'est vraiment ce type de graffiti-là que j'ai voulu mettre en lumière. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces graffitis-là? Il y a un style de graffiti palestinien, il y a une particularité? Alors oui, il y a une vraie particularité qui est ancrée dans l'origine du graffiti, du mouvement lui-même. Il faut savoir que les graffitis, ils sont nés juste avant la première intifada, dans un moment où il y avait un vrai besoin de communiquer, de diffuser des informations, et ils ont, de ce point de vue-là, une dimension extrêmement politique. La dimension politique, elle est toujours présente aujourd'hui, et elle s'est déclinée sous d'autres formes, c'est-à-dire que maintenant, on a l'apparition de nouveaux motifs, mais il y a vraiment cet ancrage dans la résistance palestinienne du mouvement qui est vraiment toujours persistante. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, ils ont toujours le même impact, ils ont toujours le même poids. Il y a les gens, parce que c'est hyper dangereux, ils vont la nuit, mais ils risquent que gros quand même. On le voit dans votre documentaire. Il y a quand même toujours cet élan pour aller faire des graffitis? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment ça aussi qui m'a beaucoup frappée. C'est l'idée que ce mouvement, à l'heure actuelle, n'a peut-être plus autant de raisons d'être que précédemment, parce qu'il y a en effet d'autres outils, les nouveaux médias, les réseaux sociaux. Mais pour autant, les graffeurs peignent toujours et ils sont nombreux à le faire. Il y a donc une dimension aussi très importante de ce graffiti, c'est de s'adresser à la communauté des réfugiés qui voient ces messages tous les jours sur les murs de leur maison d'habitation. Dans votre reportage, déjà, il faut le dire quand même, c'est la première fois qu'une thèse est soutenue par et un documentaire et un livre, donc c'est une première. Pourquoi vous avez choisi, pourquoi vous avez voulu ce média-là? Alors, la production du documentaire, pour moi, ça a vraiment été une manière de coproduire les résultats de recherche. C'est-à-dire que ce film, il est co-réalisé avec une amie et cinéaste palestinienne, Tamara Aboulaban. Et c'est vraiment cette possibilité de collaborer qu'offre le média documentaire qui m'intéressait, alors que dans une thèse écrite, généralement, elle est signée seulement par le chercheur, le docteur. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'intéressait, c'était de pouvoir partager la manière de produire du savoir et de signer un document à deux avec une personne qui est originaire du camp dans lequel on a tourné. Ça a été facile à faire admettre? Alors, c'est une nouvelle formule, et je pense que, en tout cas, j'espère qu'elle aura du succès et qu'elle pourra ouvrir la voie à d'autres thèses de ce type-là. Dans votre documentaire, justement, j'allais venir, on voit, il y a des mères de martyrs, il y a des graffeurs, enfin, il y a 1001 personnes. Comment vous les avez rencontrés? Est-ce qu'ils ont facilement témoigné? Alors, je dirais que la jeune génération a été assez facile d'accès parce que, voilà, on les trouve sur les réseaux sociaux, on arrive à discuter et à rentrer en contact assez facilement. C'était parfois plus compliqué de rencontrer des gens qui pouvaient témoigner, par exemple, des événements de la première intifada. Il y avait aussi une sorte de méfiance. Pourquoi parler à une personne étrangère qui n'a rien à voir avec le camp et qui arrive comme ça de l'étranger? Donc j'avais une vraie question de légitimité qui se posait. Et c'est aussi ma collaboration avec Tamara Aboulaban qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et pour ça, je lui en suis vraiment reconnaissante. Quand vous vous baladez dans les rues de Genève ou de Suisse romande, puis que vous voyez des graphes, vous avez quel regard sur les graffitis ici en Suisse? Je pense que je suis toujours très intéressée par la dimension politique de ces graffitis. Mais il y en a une? Alors oui, je pense qu'on a beau avoir une scène street artistique en Europe qui est assez dépolitisée, on trouve aussi des mouvements qui, à l'heure actuelle, réutilisent le graffiti et sa dimension politique. Je pense par exemple à des mouvements féministes qui vont réutiliser les murs des villes pour se les réapproprier d'une part, et aussi pour diffuser des messages liés à ces revendications. Vous allez faire une fois un objet d'étude sur ce qui se passe sur les graffitis ici autour de vous? Ou c'est moins intéressant? Ou vous avez envie de passer à autre chose? Ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense que ça pourrait être une bonne suite à donner. Pourquoi pas? Vous vouliez faire une vision publique dans le camp. Ça n'a pas été possible à cause de la pandémie. Est-ce que vous allez remettre ça à plus tard ou pas? Ou est-ce que les gens qui ont participé, les gens du camp ont pu voir le documentaire? Alors, on a dû faire une projection online du documentaire parce qu'en effet, il n'a pas été possible avec les conditions actuelles de prévoir quelque chose vraiment en présentiel. Mais moi, il m'importe beaucoup d'aller à la rencontre aussi de la réception de ce documentaire,
de la part des gens qui y ont participé ou des gens que cela concerne peut-être au premier chef. Donc c'est sûr que dès que la situation sera meilleure avec Tamara, on essaiera de reprogrammer un événement public en Palestine. Merci infiniment Clémence Delec. On rappelle que Sur les murs de Palestine est sorti aux éditions Métis Presse, qu'il y a le lien du documentaire sur le site de Métis Presse. Et il faut dire aussi que ça, c'est qu'un tiers de votre thèse. Donc bon, bref, il faut vous contacter si on veut avoir toutes les infos, parce que le livre est passionnant et le documentaire aussi. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Maria Métral, puis à 19h, Couleur locale sera à Morges. Pour le 19h30, Philippe Reva. Très bel après-midi à toutes et tous. À demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.